Chers courtiers, chers clients, nos Safety Consultants et moi-même vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire consacré aux chutes au travail. C'est actuellement la Semaine européenne pour la sécurité et de la santé au travail. Et via ce webinaire, AG souhaite contribuer à la promotion d'un lieu de travail sain pour tous. Saviez-vous qu'un accident du travail sur 5 est une chute? Les faux pas et les chutes sont des accidents courants dans tous les secteurs de notre pays, qu'il s'agisse de l'administration, de l'industrie, de la logistique ou des soins de santé. Mieux vaut donc prévenir que guérir. Afin de répondre aux besoins spécifiques de nos entreprises, nous examinons cette question de plus près dans un webinaire conçu pour vous et vos clients. Nous nous concentrons sur les chutes sur le lieu de travail, mais tout ce que nous allons voir peut facilement s'appliquer au déplacement domicile-travail. Une chute en hauteur peut avoir des conséquences dramatiques. Heureusement, elle ne constitue pas la majorité des cas. Une chute de plein pied peut également avoir des graves répercussions. Si les fractures et autres entorses graves sont monnaie courante, elles ne touchent pas que les membres inférieurs. Les mains et les poignets sont tout aussi exposés. Personne n'est à l'abri d'une chute. Le sujet est particulièrement vaste et certaines entreprises ne savent pas par où commencer. Notre objectif est donc de vous aider à détecter et comprendre au mieux les différents risques. La bonne nouvelle est que, comme pour toute question de sécurité au travail, vous pouvez élaborer une méthode pour analyser et atténuer les risques. Pauline Ras, Safety Consultant chez AG, vous dira tout sur les chutes, en hauteur ou non, et vous donnera des conseils pour éviter ces accidents et des outils pour mieux gérer ces risques. Je vous souhaite une présentation agréable et instructive. Merci Dirk. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire dédié à la prévention des accidents du travail. On va en effet aborder cette fois-ci les chutes et glissades parce que, comme l'a mentionné Dirk, c'est un thème effectivement important vu qu'il concerne près de 20% des accidents. Et donc il y a vraiment matière pour la prévention. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous poser des questions via la zone à droite de votre écran et on y tâchera d'y répondre dans les plus brefs délais. Petit rappel pour nos courtiers, ce webinaire donne droit à un point FSMA. Et donc, on a dispersé des sondages tout au long de la présentation. Pour les clients qui nous suivent, vous êtes évidemment tout à fait libre d'y participer également. Pour rappel, vous trouverez les sondages dans la partie inférieure de votre écran. Alors, ne répondez pas via la zone questions au risque que votre réponse ne soit pas prise en compte. Et je rappelle aussi que c'est évidemment tout à fait anonyme. Je vous rappelle aussi que vous obtiendrez une copie des slides après avoir rempli l'enquête de satisfaction que vous recevrez après ce webinaire. Cette première question est donc, avez-vous déjà participé à un webinaire de nos Safety Consultants d'AG? Réponse 1, oui, et j'ose espérer que si vous êtes présent aujourd'hui, c'est que vous trouvez nos webinaires intéressants. Réponse 2, non, uniquement des webinaires d'AG Business Academy. Et réponse 3, non, c'est mon tout premier webinaire chez AG. Je vous rappelle que nos webinaires safety sont disponibles sur Inside. On y a abordé entre autres la prévention de manière générale. On a discuté aussi de la prévention spécifiquement sur les accidents sur le chemin du travail, les déclarations d'accidents et d'autres thèmes encore. En guise d'introduction, je vais vous montrer un film qui a été réalisé par les services de prévention au Canada. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est une jeune sous-chef qui va être promue chef. Et en plus, ce week-end, elle va se marier. Mais voyez la suite en images. C'est moi la sous-chef ici. Et dans un an, j'espère être la chef, bien sûr. Je suis en amour et fiancée à un gars merveilleux. Mais on va pas se marier ce week-end. Parce que je vais subir un terrible accident. Pourtant, je savais qu'il y avait un peu de graisse par terre. Et ils auraient jamais dû mettre ce chaudron d'eau. J'ai besoin d'aide! Vite! Vite, quelqu'un viens m'aider! Impressionnant, n'est-ce pas? Il s'agit évidemment d'une mise en scène à des fins de sensibilisation, mais malheureusement, on voit encore ce genre d'événements arriver à l'heure actuelle.
Et j'ai lu d'ailleurs dernièrement dans une déclaration d'accident d'un de nos clients qu'une victime s'est fracturé l'épaule, tout simplement en marchant sur son câble d'alimentation de PC en télétravail. Et donc c'est pour vous dire que les risques de chute sont, je dirais, omniprésents, même chez soi. Et ce qui me permet d'ajouter aussi que sensibiliser le personnel par rapport aux risques professionnels permet aussi finalement de prévenir des risques au niveau privé, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et certainement par rapport aux chutes et glissades. Et donc à l'agenda, aujourd'hui, on va aborder différents éléments. On va d'abord vous présenter quelques chiffres issus d'une étude qui portait sur les déclarations qu'on a reçues entre 2015 et aujourd'hui. On abordera ensuite les chutes de plein pied. On verra quelques éléments par rapport aux chutes de hauteur. On discutera de la prévention de manière, on va dire, globale et générale. Et enfin, on verra les outils qu'AG met à disposition de ses clients pour prévenir ce risque spécifique. On va donc aborder le premier point de l'agenda, mais avant ça, je vais vous proposer un second sondage. Donc sondage numéro 2, je vous rappelle de nouveau la partie basse de votre écran. Quel est le pourcentage des accidents de travail représentent les chutes? On parle évidemment de toutes les chutes confondues, aussi bien les chutes de hauteur que les chutes de plein pied. Réponse numéro 1, est-ce qu'il s'agit de 12%? Réponse numéro 2, est-ce qu'il s'agit de 19%? Réponse numéro 3, 25%. Et réponse numéro 4, 32%. Alors si vous avez été attentif à l'introduction de Dirk, et je l'ai rappelé moi aussi rapidement dans ma propre petite introduction, vous devriez avoir la réponse facilement. Et donc pour information, c'est un pourcentage qui provient de l'étude qu'on a réalisée en interne récemment et que vous allez découvrir d'ici peu. Et j'ajouterai que j'en ai profité, quand on a reçu ces informations, de comparer ces statistiques donc internes par rapport à ce que FEDRIS nous met à disposition à travers son site internet. Et apparemment, le pourcentage d'AG rejoint effectivement les statistiques de FEDRIS, ce qui est assez logique, vu qu'AG est un des plus gros assureurs du marché pour l'accident du travail. Donc, à la réponse de ce sondage, est-ce qu'il s'agissait de 12, 19, 25 ou 32%? Il s'agissait effectivement de 19%, ce qui veut dire qu'en d'autres termes, un accident sur 5 est une chute. Et il nous paraissait utile donc de dédier un webinaire à ce sujet. Voyons maintenant ce qui se cache derrière la notion de chute de plein pied et de chute de hauteur. Une chute de plein pied, c'est une chute de sa propre hauteur, un faux pas, comme l'a dit Dirk dans son introduction. Donc ça veut dire que je glisse, je trébuche. Donc ce sont des choses qu'on retrouve fréquemment au niveau de nos déclarations. Une chute de hauteur, comme son nom l'indique, signifie que je suis en hauteur et je tombe. Et donc on pense évidemment aux échelles, aux toitures, aux puits, aux fosses, aux plateformes en hauteur, mais aussi aux escaliers. Et j'en profite pour faire un petit rappel justement par rapport aux chutes de hauteur. En fait, derrière une chute se cache souvent un accident grave au sens du Code du bien-être au travail, et qui dit accident grave dit rapport circonstancié. Et donc ça veut dire que si je prends l'exemple de l'escalier que vous avez ici à l'écran, ça veut dire qu'une chute même de la dernière marche, et qui conduit à une fracture, puisque je rappelle que le premier critère de l'accident grave, ça part de la lésion. Et donc une chute dans un escalier qui provoque une fracture devra être examinée de près. Des mesures devront être mises en place et un rapport circonstancié devra être envoyé à l'inspection du travail. Donc même pour une marche, on a eu le cas chez un client, c'est un accident grave. Voyons maintenant l'étude d'AG, donc elle porte, comme je l'ai dit, sur la période de 2015 à fin août 2021. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait extrait les codes déviation des différentes déclarations et on s'est focalisé sur les codes de la série 50. Qu'est-ce qui se cache là derrière? Donc code 50, c'est une glissade ou un trébuchement avec chute de personne mais pas de précision complémentaire. Un code 51, c'est une chute de personne mais de hauteur. Un code 52, glissade au trébuchement avec chute de personne et de plein pied. Et code 59, une autre déviation connue du groupe 50, mais qui n'est pas non plus précisée dans la liste ici dessus. Et donc, quand on a étudié les différents accidents, on s'est rendu compte que 19% des accidents du travail acceptés étaient des chutes de plein pied ou des chutes de hauteur. Quand on regarde au niveau de l'incapacité, on se rend compte que 80% des accidents ont mené un arrêt de travail, qui était de 38 jours calendrier en moyenne. Et pour information, on en a profité pour regarder aussi l'incapacité moyenne, je dirais, tous les accidents confondus qu'on reçoit, et elle est en moyenne de 25 jours. Donc ça veut dire que si vous avez un travailleur qui chute, il va être de 1 absent un peu plus d'1 mois, et ce sont des accidents qui mènent à des incapacités légèrement plus longues qu'un accident, je dirais, commun qu'un autre accident.
Si on regarde maintenant au niveau des conséquences, au niveau de l'invalidité permanente, on se rend compte que 7% de ces accidents vont mener à une invalidité permanente. Alors c'est clair que certaines vont être petites et d'autres beaucoup plus importantes. Et on a eu d'ailleurs récemment un ouvrier qui a fait une chute d'un toit et qui se retrouve aujourd'hui tétraplégique. Donc vous voyez qu'on est bien au-delà des quelques pourcentages d'invalidité. Si on regarde maintenant un peu plus en détail les accidents, voilà ce qu'on observe. Donc on a 18% des chutes qui sont des chutes de hauteur. Ce sont celles évidemment qui mènent aux conséquences les plus importantes, donc c'est vraiment un des éléments sur lesquels il faut se focaliser en matière de prévention. Près de 50% sont des chutes de plein pied et vous voyez en vert et en jaune, on a malheureusement encore 32% de déclarations où l'information n'est pas suffisamment précise et donc ça veut dire qu'en termes de prévention, on n'aura pas vraiment une idée précise de là où il faut mettre les mesures pour assurer plus de sécurité pour le personnel. Voyons maintenant ce qui se cache une chute de plein pied, quelles sont les causes et comment va-t-on y remédier. Mais place d'abord à un nouveau sondage qui va nous permettre de rappeler certaines notions en matière de définition. On a pris un exemple concret, donc un électricien qui glisse sur le trottoir en arrivant chez son deuxième client de la journée. À votre avis, est-ce qu'il s'agit, réponse 1, d'un accident sur le chemin du travail? Ou réponse 2, est-ce qu'il s'agit d'un accident du travail? Même principe que tout à l'heure, donc vous répondez bien via l'onglet en bas de votre écran, donc réponse tout à fait anonyme. Et donc ici, dans l'intitulé de la question, on vous précise qu'il s'agit de deuxième client de la journée. Donc ce n'est pas le premier, donc, petite chose qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Et donc ça veut dire que soit il vient, on imagine peut-être d'un premier client, soit il a fait un petit arrêt par le bureau ou par un magasin pour aller chercher du matériel par exemple. En tout cas, voilà, il est toujours sur la route entre guillemets en pleine journée. Et donc selon vous, est-ce qu'on est ici en accident chemin du travail, vu qu'il s'agit quelque part d'un accident de la route, puisqu'on a un trottoir qui est repris dans la déclaration, ou est-ce qu'il s'agit d'un accident du travail? Donc réponse 1, accident sur le chemin de travail, réponse 2, accident du travail, et on va regarder ensemble quelle était la bonne réponse. Il s'agit effectivement d'un accident du travail. Ceci me permet en fait de faire quelques rappels en matière de définition et donc ça nous paraissait important dans le cadre ici encore des chutes et glissades de faire quelques rappels et donc on vous met ici à l'écran les critères pour accepter un accident du travail selon la loi du 10 avril 71. 5 éléments pour accepter un accident chez un assureur accident du travail. Premier élément, c'est que l'accident est survenu pendant l'exécution du contrat de travail. Deuxième critère, l'accident est survenu à cause de l'exécution du contrat de travail. Troisième élément, il existe un événement soudain qui est à l'origine de l'incident. Quatrième élément, une lésion corporelle ou psychique a été confirmée par un médecin. Je rappelle ici que la lésion doit impérativement faire l'objet d'un certificat médical de la part du médecin. Et dernier élément, l'événement soudain a provoqué la lésion. Il faut évidemment un lien entre l'événement et la lésion. Ce qui veut dire que pour qu'une victime soit reconnue comme victime d'un accident du travail, elle va devoir nous prouver 3 éléments. Le premier, c'est l'existence d'un événement soudain, donc via les faits qu'elle veut relater via sa déclaration, donc de nouveau le plus vite possible à son employeur. Deuxième élément, l'existence d'une lésion par le biais du certificat des lésions qui seront constatées par un médecin. Et troisième élément, que l'accident est survenu pendant l'exécution du contrat de travail, donc pendant 16 heures de travail, donc d'où l'importance de déclarer au plus vite la déclaration à l'employeur et éventuellement on aura aussi un témoin qui pourra corroborer les faits. Si ces éléments sont apportés, on va automatiquement admettre que la lésion a bien été provoquée par l'événement soudain, sauf si le médecin conseil de l'assureur peut prouver le contraire, et que l'accident est bien survenu à cause de l'exécution du contrat de travail, de nouveau si l'assureur peut prouver le contraire. Donc ça c'était pour l'accident du travail. Si on va regarder maintenant de quoi il en retourne pour l'accident chemin de travail, c'est donc bien le premier et le dernier trajet de la journée, donc c'est le trajet entre la maison et le lieu de travail et entre le travail et la maison, ou encore un trajet effectué durant une pause de midi pour aller chercher un sandwich par exemple. Et donc si on reprend l'exemple de notre électricien qui trébuche en arrivant chez son deuxième client, ça va donc bien tomber dans la catégorie accident du travail puisque ce n'est ni le premier ni le dernier trajet de la journée.
On va revenir au sujet qui nous occupe, donc ici les chutes de plein pied, et comme le dit l'expression, des images valent beaucoup mieux qu'un long discours ou des bullet points dans une présentation PowerPoint. Et donc on est allé fouiller dans notre bibliothèque de Safety Consultant pour vous montrer quelques exemples de risques qu'on rencontre fréquemment en entreprise, puisque vous le savez sans doute, on est souvent sur les routes pour visiter nos clients, on fait des photos et ça nous permet de mettre en évidence les éléments positifs, mais aussi les choses à améliorer. Alors ça ne se voit peut-être pas au premier abord, mais on a essayé de représenter ici différents secteurs. Donc on a des photos qui proviennent de l'agroalimentaire, on a des photos de l'industrie générale, on a des travaux de voirie, on a de la construction. On va un peu regarder tout ça ensemble. Si vous regardez la première photo en haut à gauche, on voit évidemment un double risque, le câble électrique dans un endroit de passage et la flaque d'eau. Alors je précise ici que c'est une usine agroalimentaire, donc l'eau en fait est omniprésente partout puisque les ouvriers doivent nettoyer régulièrement et les sols et les machines. Donc vraiment impératif d'avoir des mesures en place pour limiter le risque au maximum. Et donc vous noterez qu'effectivement le câble électrique et l'eau ne font pas bon ménage, donc là ce serait intéressant de déplacer le câble électrique et d'amener l'alimentation de manière différente. On a aussi voulu mettre en évidence les risques liés au désordre, notamment dans les camionnettes. C'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Mais les ouvriers ont tendance en fait à fourguer leur matériel à la va-vite dans la camionnette, notamment les déchets. Et à force d'être dans cet état-là, en fait, ils ne se rendent plus compte du désordre dans leur véhicule. Et quand vous voyez l'image à l'écran, s'ils ont besoin de la foreuse qui est tout au fond de la camionnette, c'est clair qu'à un moment donné, ils risquent de mettre le pied sur un élément qu'il ne faut pas, ils se croquent la cheville et on est parti à ce moment-là pour quelques semaines d'arrêt. Trois autres éléments récurrents qu'on a voulu aussi illustrer à travers ces photos, c'est les sols en mauvais état, qui sont aussi facteurs de chute évidemment, les transpalettes qui traînent, qui devraient idéalement être rangées sous une palette. Vous voyez ici à l'écran qu'il y a justement les éléments derrière, en dessous desquels les ouvriers auraient pu glisser la palette et on aurait évité le risque de chute. Et le dernier élément, c'est les outils au sol. C'est aussi quelque chose auquel on ne pense pas toujours. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce qu'on met le pied dessus et on a vite fait de tomber. Et j'en profite pour vous expliquer une anecdote. Dans mon premier boulot, je travaillais dans le secteur des ascenseurs et un chef d'équipe m'a expliqué un jour que sur un chantier, donc il rentrait sur un chantier et vous avez souvent des planches de bois qui permettent d'accéder facilement au chantier. Et il a vu un ouvrier qui glisse sur la planche de bois. L'ouvrier avait une grosse clé métallique, vous voyez des grandes clés métalliques dans la poche latérale de son pantalon et ça lui a fracturé le fémur. Et donc ça me permet de rappeler que non seulement l'ordre sur le lieu de travail est important, mais aussi rappeler qu'une chute avec un outil en poche, que ce soit une clé, un tournevis, ça peut provoquer vraiment des dégâts très importants. Vous allez me dire, pourquoi prévoit-on des poches dans les pantalons de travail? Ça, c'est un autre débat. Et c'est une remarque qu'on a très souvent des ouvriers. Si on va regarder maintenant les différentes causes des accidents, je vais vous proposer de regarder cela à travers différents exemples. Donc par exemple, quelqu'un qui se prend les pieds dans une palette. À cause du manque de lumière, il n'a pas vu la petite marche et a trébuché. Il a trébuché sur les fourches du transpalette qui traînait. Il s'est précipité pour arrêter la machine et a glissé sur de la poussière de maïs. Il a glissé sur le sol nettoyé et le sol était encore humide. La victime était au téléphone et n'a pas vu la longe. Et, dernier exemple, alors qu'elle remettait les produits en rayon, la victime a glissé sur un carton au sol. Qu'est-ce qu'on peut remonter comme cause simplement à la lecture de ces différents exemples? On va retirer différents éléments. La première chose, c'est un sol mouillé et glissant. Vous avez ici deux exemples à l'écran. La luminosité, l'ordre et la propreté, qui est évidemment la base de la sécurité. Un endroit de travail qui n'est pas propre et qui n'est pas ordonné, c'est clair que les accidents peuvent arriver. On a le facteur luminosité, qui peuvent aussi provoquer des incidents, les irrégularités au niveau du sol, et on a enfin le facteur comportemental. Avant d'aller voir les mesures de prévention, je vous propose d'abord de jeter un petit coup d'œil aux lésions que tout ça peut provoquer. Alors ces résultats que vous avez ici à l'écran proviennent de notre fameuse étude entre 2015 et 2021, où on a repris donc spécifiquement les accidents liés aux chutes de plein pied et de hauteur. Et j'étais assez étonnée et pas étonnée de voir qu'en fait, finalement, on a souvent tendance à penser que ce sont les pieds et les chevilles qui sont impactés. Donc on voit ici effectivement que près de la moitié des accidents sont des blessures aux membres inférieurs. Mais il est aussi intéressant de noter que près de 1 accident sur 4 provoque une lésion aux membres supérieurs, que ce soit les doigts, les mains et les poignets.
Ce sont principalement des contusions et des entorses, heureusement, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Je vais vous montrer une photo d'une amie que je diffuse avec son consentement, je le précise. Elle a fait une chute il y a 2 ans, alors qu'elle allait donner une formation dans le cadre de son travail. Elle a trébuché sur un trottoir et elle a eu le réflexe de mettre les 2 mains en avant pour éviter la chute et pour se récupérer. Et comme vous le voyez, elle s'est assez méchamment blessée au doigt. Son doigt n'a plus vraiment un angle tout à fait normal. Elle a été opérée, elle a eu plusieurs semaines de kiné. Finalement, elle a pu récupérer la mobilité de son majeur, mais elle a eu le temps de souffrir et d'être fortement handicapée dans son quotidien. On va regarder maintenant les mesures de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour éviter ces chutes? Et si on se réfère au fameux code du bien-être au travail, donc c'est lui qui régit un peu tout ce qui est sécurité en Belgique dans les entreprises, on peut y lire qu'il existe en fait une hiérarchie de la prévention. Alors cette hiérarchie, elle se compose d'une bonne dizaine de points. Il nous semblait plus pratique de vous les résumer en 5 niveaux. Et donc le tout premier, ça va être d'éliminer le risque. Alors, si on veut vraiment être parfait, on va se dire, pour éliminer le risque, on ne fait pas le travail, puisque pas de travail, pas de risque, mais ce n'est évidemment pas la solution idéale, même si parfois ce sera nécessaire à un moment donné de dire stop, ne fût-ce que le temps de réfléchir à la manière de faire le travail et de trouver des alternatives. On va ensuite essayer de réduire le risque. Si on ne peut pas l'éliminer, on va essayer de le réduire. Et un cas typique en chimie, par exemple, c'est de remplacer un produit qui est dangereux par un produit tout simplement moins dangereux. Si tout ça n'est pas possible, alors on va essayer de trouver une approche via une protection collective, comme des garde-corps, des hottes d'aspiration. On a les capots de protection sur la machine, etc., etc. Si la protection collective n'est pas possible ou si ça ne suffit pas, on va alors se tourner vers des équipements de protection individuelle, les EPI, donc les casques, les gants, les chaussures, les lunettes, etc. On a tendance, on le voit souvent dans les entreprises, on a tendance à se prémunir des accidents avec des EPI. Or, vous voyez dans cette hiérarchie que ça ne doit pas être l'unique solution. Il faut d'abord aller réfléchir aux 3 niveaux supérieurs. Pourquoi? Parce que l'efficacité de l'EPI en fait, va dépendre du travailleur, de l'individu. Est-ce que c'est le bon EPI? Est-ce qu'il est porté? Est-ce qu'il est porté correctement? Et on verra d'ailleurs tout à l'heure l'exemple du harnais. Un harnais qui est mal ajusté ou qui est mal attaché peut finalement faire énormément de dommages. Il faut aussi avoir conscience que l'EPI en fait, n'évite pas l'accident. Donc ça ne va pas éviter l'événement à l'origine de la lésion, il ne fait finalement que réduire les dommages. Dernier élément, mais qui devra impérativement s'accompagner d'autres mesures, ça va être la signalisation. Alors pourquoi s'accompagner d'autres mesures? Vous comprendrez que dire à quelqu'un « attention, ne mets pas tes mains là », touche pas à ça, comme dirait le film qu'on connaît, ça ne va pas garantir l'absence d'accident. Et en plus, on voit aussi que si on a trop de signalisation, ça tue la signalisation. Il faut encore que la signalisation soit claire, qu'elle soit lisible, qu'elle soit efficace, que les gens aient envie de lire la signalisation et finalement d'en tenir compte. Donc vraiment impératif de passer par les différents critères. Si on prend des exemples pratiques maintenant, si je prends l'exemple d'éliminer le risque, je vous mets ici 2 exemples à l'écran. Donc si on veut éliminer un risque lié à une fuite, on va simplement réparer la fuite, ça paraît assez logique. Si on veut éliminer un risque qui est lié au désordre, on va mettre à disposition du matériel de nettoyage, des poubelles, pour permettre au personnel de ranger et de nettoyer régulièrement. Pour réduire le risque lié par exemple à un câble électrique qui traîne, je vais placer le câble électrique dans une goulotte. Le risque de trébucher est toujours présent, mais il sera évidemment plus faible. Un exemple de protection collective, ce serait de mettre par exemple une protection autour d'une défectuosité sur un chemin. Au niveau des protections individuelles, on a voulu mettre un petit peu d'humour. Alors on pense évidemment aux chaussures de sécurité et notamment aux semelles qui devront être antidérapantes. Tous les travailleurs ne portent pas des chaussures de sécurité. Je pense à mes collègues ici chez AG qui viennent avec leurs chaussures de ville pour travailler. Donc important pour mes collègues qui font le trajet à pied entre la gare du Nord et le bureau, d'avoir en hiver des chaussures qui sont bien antidérapantes. Et enfin, pour le signalement, on vous propose ici l'exemple des pancartes sol mouillé, qu'on utilise fréquemment en entreprise, mais vous le comprenez bien, qui ne pourront pas éviter tout accident lié à une chute dans un couloir. Nous voilà déjà au 3e point de ce webinaire, les chutes de hauteur. Alors, on va encore une fois vous présenter des photos parce que ça vaut mieux que de longues phrases. Alors un élément redoutable en matière de sécurité, c'est les échelles. J'ai personnellement connu quelques chutes extrêmement graves, alors pas moi-même, mais de mon premier boulot, donc dans le secteur ascenseur.
J'en ai notamment un qui m'a personnellement marqué, c'était vraiment un très très bon travailleur qui devait descendre d'une salle des machines et les ouvriers du bâtiment avaient remis son échelle sur un tapis au sol pour éviter de griffer le parquet. Et au moment où il a mis un pied sur l'échelle a glissé, il est tombé par terre, il s'est fracturé 2 vertèbres. Il n'a chuté que de 2 mètres, entre guillemets, mais voilà, les conséquences pour lui ont été extrêmement dramatiques. Il remarche, mais il a dû être prépensionné à 56 ans parce qu'il n'aurait plus su continuer à faire son métier. Autre élément, ce sont les pieds d'éléphant qu'on retrouve fréquemment en magasin et qu'on conseille de remplacer par des escargots avec un arceau auquel on peut se tenir, qui seront beaucoup plus stables que ce genre d'équipement. Les nacelles qui permettent un travail en sécurité à condition évidemment d'être bien utilisé, de porter son harnais pour ne pas se faire éjecter en cas de problème au niveau du bras, de veiller à l'environnement. On a déjà des personnes qui sont décédées tout simplement parce qu'elles ont fait bouger leur nacelle et elles se sont retrouvées coincées entre le panier de la nacelle et une poutrelle en hauteur, donc accident assez dramatique. Le travail en hauteur pour la maintenance et le dépannage de machines, c'est un élément qui malheureusement est encore trop peu pris en considération lors de la conception des machines. On ne réfléchit pas à, par exemple, comment va-t-on faire la maintenance correctement. Si un élément bloque, comment est-ce qu'on fait, etc., etc. Je précise que la photo que vous voyez n'est pas truquée. J'ai vite pris la photo au moment où le conseil en prévention allait demander aux travailleurs de redescendre. Le travail sur chantier, hautement sujet aux chutes. Le SPF Emploi a d'ailleurs fait des grandes campagnes à ce sujet ces dernières années. Autre élément, un peu comme les pieds d'éléphant, c'est les marchepieds. Vous voyez, celui qui est à l'écran était vraiment en très mauvais état. Ça ne se voit pas sur la photo, mais le sol en fait était extrêmement glissant. Il n'y avait pas de patins antidérapants et donc on aurait eu vite fait de glisser en mettant le pied dessus. Les échafaudages, auxquels il manque très régulièrement un garde-corps complet ou qui n'est pas bloqué quand on travaille dessus. Donc les ouvriers donnent un petit coup de cul sur le côté et ça permet d'avancer, mais ça peut provoquer aussi des accidents importants. Autre exemple, la montée et descente de camions, quelque chose qu'on a tendance aussi à sous-estimer, ou des engins de chantier, c'est aussi le même principe. On a ce qu'on appelle les règles des 3 appuis, et qui est primordial, comme sur les échelles, je vous montrerai une photo juste après. Toujours l'obligation d'avoir soit un pied et les 2 mains en appui ou un pied et d'une main, et donc ne surtout pas sauter comme l'exemple ici à l'écran parce qu'on aurait vite fait de tomber sur un caillou ou autre chose, on se croque la cheville et on est de nouveau parti pour une certaine incapacité. Et enfin, celui qu'on emprunte tous et toutes quasi tous les jours, c'est l'escalier. Et d'ailleurs, j'aurais pu faire un sondage à ce sujet-là et demander combien d'entre vous finalement tiennent la rampe quand ils montent et descendent un escalier. Combien d'entre vous a déjà téléphoné dans un escalier? Est-ce que vous avez déjà grimpé les marches 4x4 et en courant? Je vous laisse y réfléchir. On va parler maintenant de prévention. Alors on aurait pu repartir des 5 niveaux comme je l'ai montré pour les chutes de plein pied. Donc éliminer le risque, diminuer le risque, etc., etc. Cette logique reste évidemment d'application aussi pour les chutes de hauteur, mais on avait envie ici de proposer un peu une autre approche qui est aussi en fait un grand classique requis par le Code du bien-être. En cas de travail en hauteur, ça va vraiment être fondamental de réfléchir et de préparer correctement les travaux. Pourquoi? Parce que les conséquences en cas de chute sont évidemment extrêmement importantes. Alors on touche du bois, ce n'est pas la majorité des accidents qui mènent à des accidents très graves, mais n'empêche qu'il vaut mieux éviter le risque. Le premier élément qu'on va analyser, ça va être par exemple le travail qu'on va effectuer. Quel est le travail à faire? Où est-ce qu'on va le faire? Qui va le faire? Est-ce que c'est du personnel fraîchement engagé? Est-ce que c'est du personnel aguerri? Dans quelles conditions? Donc on pense à l'environnement de travail, on peut penser au bruit, à la poussière, à la lumière. Est-ce qu'il y a des machines? Est-ce qu'il y a des tuyaux dans le chemin? Est-ce qu'on va travailler à côté de tierces personnes qui seront aussi à protéger? Et donc tous ces éléments-là vont permettre d'évaluer au final le risque. Autre élément important, c'est le temps. Combien de temps va durer l'opération? Est-ce que ça vaut la peine de monter un échafaudage? Est-ce qu'on va le faire différemment? Donc tout ça va intervenir dans l'analyse qu'on va effectuer. On va ensuite définir les mesures techniques qu'on va mettre en œuvre. Finalement, quel type de matériel est-ce qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va opter pour un échafaudage? Est-ce qu'on va utiliser une nacelle? Est-ce qu'on va utiliser une échelle? Alors attention, l'échelle, ça doit rester une exception. Normalement, le travail sur échelle est strictement interdit. Il y a des exceptions, je vais vous les expliquer juste après. Est-ce qu'on a besoin d'équipements de protection collective ou d'équipements de protection individuelle, etc.
On va ensuite se pencher sur les formations. Est-ce que le personnel est formé pour le travail qui doit être effectué? Est-ce qu'il est formé spécifiquement aux risques liés à la hauteur? Donc la formation est un élément strictement nécessaire dans le code du bien-être au travail. Et enfin, on va vérifier que les instructions sont claires, comprises et appliquées. Alors à ce niveau-là, une petite anecdote. J'ai parlé récemment avec une de mes clientes. On préparait une formation notamment orientée sur les comportements. Et je lui disais qu'il y a une grande différence entre ce que je pense, moi, faire passer comme message, ce que je dis réellement, donc ce que j'exprime, et ce qui sera finalement compris. Et elle me disait effectivement que chez elle, quand elle demande que son compagnon ou ses enfants rangent la table, pour elle, pour les femmes en général, ça inclut de passer la lavette, donc de nettoyer la table. À votre avis, est-ce que c'est fait? Voilà. Donc si on veut que monsieur, madame ou les enfants rangent et nettoient la table, il faut être précis, il faut le demander clairement. Alors tout ça, c'était des généralités, je vais dire, en matière de prévention, et ça nous paraissait important d'exposer ici quelques basiques en matière de prévention, donc à travers quelques images. J'ai parlé de l'échelle, donc l'échelle qui doit absolument rester un moyen d'accès. On n'est pas censé travailler sur une échelle, et en fait, quand on lit le code du bien-être, ce qu'on nous dit, c'est que la seule exception, c'est que le temps nécessaire soit limité. Alors qu'est-ce que c'est un temps limité? C'est ouvert à discussion. Et que les risques soient limités et qu'une autre méthode ne se justifie pas. Donc par exemple, un environnement qui est extrêmement encombré, ça va être très compliqué de mettre un échafaudage, ça va être risqué de mettre un échafaudage. Et dans ces cas-là, alors, si le travail est restreint, on pourra autoriser, moyennant mesures de prévention évidemment, le travail sur échelle. J'ai déjà parlé des 3 points d'appui tout à l'heure à propos des camions. On vous les illustre ici avec une échelle. Et donc le principe, c'est de toujours avoir les 2 mains libres pour monter à l'échelle. Donc on ne va pas porter de matériel quand on monte sur une échelle. Et donc on va avoir les 2 mains et un pied sur l'échelle, ou les 2 pieds et une main. Donc c'est bien le principe que l'échelle doit rester un moyen d'accès. L'angle qu'on vous met ici à l'écran est important. On vous donne le moyen aussi de vérifier comment vérifier que l'angle est correct. Et autre élément important, c'est que la base de l'échelle doit être antidérapante, donc avec un bon antidérapant et idéalement une base assez large. Par exemple, pour une échelle de chantier qu'on va utiliser très régulièrement, il vaut mieux carrément bloquer la base de l'échelle par une planche de bois. Donc on va visser la planche au sol et on va fixer l'échelle avec une corde en haut, et ça va éviter que l'échelle soit ne glisse en arrière, soit ne bascule sur le côté. En ce qui concerne les zones en hauteur, n'oubliez pas de les protéger avec un garde-corps, sans oublier la plinthe. Pourquoi la plinthe? Parce que si on marche sur la plateforme au-dessus et qu'on chotte dans un objet, sans la plinthe, l'objet pourrait tomber sur la tête de quelqu'un qui circule en dessous. Et enfin, on en a parlé au slide précédent, donc tout matériel pour le travail en hauteur nécessite toujours une formation. On vous donne 3 exemples ici à l'écran, les nacelles, les échafaudages ou encore le port du harnais. Alors le code ne précise pas si la formation doit être donnée par une société spécialisée en externe. Elle pourrait être très bien donnée en interne, mais je dirais que si vous n'avez pas les personnes compétentes en interne, il vaut mieux faire appel à quelqu'un d'externe. Et attention qu'une personne qui est experte dans un domaine n'est pas toujours à même de transmettre. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux aussi se tourner vers une société extérieure. À propos de matériel anti-chute, je vous propose un 4e petit sondage. Alors, à votre avis, lorsqu'on porte un harnais, où vaut-il mieux s'attacher? Alors, je précise ici qu'on parle d'un dispositif pour arrêter une chute. Est-ce que selon vous, réponse 1, il vaut mieux s'accrocher au-dessus de soi, donc au-dessus de l'épaule le plus haut possible? Réponse 2, est-ce qu'on va s'accrocher plutôt à hauteur d'épaule ou à hauteur de poitrine? Réponse 3, est-ce qu'on va s'attacher plutôt au niveau des pieds? Et réponse 4, peu importe. Alors s'il y a des spécialistes de l'escalade parmi vous, je suppose qu'ils vont trouver la réponse assez facilement. Pour les autres, la question est sans doute plus complexe, donc même si vous répondez à côté, il n'y a aucun problème. J'avoue que moi-même, avant de me lancer dans la prévention et avant d'arriver chez mon ancien employeur, je n'avais aucune notion à propos des harnais. Et c'est suite à un projet finalement que je me suis confrontée à la question de la hauteur et je me suis rendu compte que c'était un sujet non seulement intéressant, mais extrêmement complexe. Donc, selon vous, où va-t-on s'attacher? Au-dessus de soi, à hauteur d'épaule, au niveau des pieds ou peu importe? Réponse en bas de votre écran. Et on va voir ensemble la réponse. C'était effectivement au-dessus de soi. Et on va voir tout de suite pourquoi. On va rentrer ici un peu plus dans la technique. Alors il s'agit d'une question de ce qu'on appelle le tirant d'air. Et le tirant d'air, en fait, c'est la distance
nécessaires de sécurité pour arrêter une chute. Quand une personne tombe, dans l'exemple en tout cas ici à l'écran, donc la personne est reliée avec son harnais à un point d'ancrage, au niveau de la longe, on a ce qu'on appelle un amortisseur qui va se rompre, et donc le stop-chute, si vous voulez, va se dérouler. Il va se déchirer jusqu'à ce que la chute s'arrête. Et quand on cumule les différents éléments, donc on a la hauteur de la personne, on a la longueur de la longe, on a la distance de l'amortisseur, et on prend encore une marge de sécurité, on arrive finalement à un tirant d'air de 6 mètres. Et donc ça veut dire que quelqu'un qui porte un harnais, mais qui est seulement à 2 mètres de haut, qui s'attache à la hauteur de ses pieds et qui chute, ben faites le calcul, il risque fortement d'avoir le nez au sol, et donc c'est pour ça qu'il vaut vraiment mieux avoir toujours le point d'ancrage le plus haut possible au-dessus de soi. Et comme vous le voyez sur la seconde image, il faut aussi que la zone en dessous de la personne soit libre d'obstacles, et donc au plus la hauteur de chute est importante, au plus on risque à un moment donné d'aller face à un obstacle. Bref, je pense que vous serez pleinement convaincu que c'est une matière effectivement extrêmement complexe. Le matériel est vraiment très très varié, les normes sont tout aussi variées. Et donc, quand on a besoin de mettre du matériel anti-chute à disposition du personnel, je vous conseille vraiment de se faire conseiller par des spécialistes parce que selon le type de tâche, selon la situation, ils vont être à même de proposer le matériel le plus adapté et souvent, en plus, ils pourront former votre personnel, ce qui est légalement obligatoire. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur les chutes, voyons un peu comment gérer finalement ce genre de risque en interne. Alors, principe général, c'est un peu comme tout projet en matière de sécurité, et c'est valable aussi pour la qualité. Avant de réfléchir aux objectifs qu'on veut atteindre, on va devoir finalement définir quelle est d'abord la situation actuelle. On ne va pas, par exemple, revoir tous les plans de maintenance de toutes les machines s'il n'y a jamais aucune fuite. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser pour savoir exactement où on se trouve? On a différents éléments à portée de main. Le premier élément, c'est évidemment l'analyse de risque qui est obligatoire en Belgique pour toutes les tâches qu'on effectue. Donc, est-ce qu'on a des risques de glisser? Est-ce qu'on a des risques de trébucher dans l'environnement de travail? Est-ce qu'il y a des travaux à réaliser en hauteur? Quels sont les risques actuellement finalement recensés? On va aussi aller voir l'analyse des différents accidents et incidents. Est-ce qu'ils sont eux aussi reliés à des chutes? Ça va aussi nous éveiller par rapport à certaines causes. Si on a un système de remontée de situations dangereuses, est-ce qu'il y a aussi une problématique de chute qui ressort? Et un élément que je n'ai pas mis sur le slide, mais qui est aussi intéressant, c'est les audits. Et donc pour les courtiers qui nous regardent, une simple visite des lieux à un instant T peut finalement aussi nous en apprendre énormément. Il ne faut pas être un grand spécialiste de la sécurité pour ça. Je dirais qu'il suffit simplement d'ouvrir les yeux et se poser simplement la question en regardant est-ce que quelqu'un pourrait tomber ici dans l'environnement dans lequel je me trouve. Une fois qu'on connaît la situation de départ, les problématiques présentes, on va pouvoir mettre toute une série d'actions en place et elles sont de 3 ordres. Les actions techniques, les actions organisationnelles et les actions individuelles. Alors, dernier élément très très important, je vous rappelle que l'engagement de la direction est évidemment indispensable. On fait ce que le chef ou ce que l'autorité demande et vérifie, et donc ça veut dire que si le projet chute et glissade n'est porté que par exemple le conseil en prévention, les effets ne seront jamais à la hauteur d'un projet mené et suivi de près par la direction. On va voir maintenant quelques exemples d'actions ensemble. Alors au niveau technique, souvenez-vous des photos que je vous ai montrées tout à l'heure pour les chutes de plain-pied. Vous conviendrez évidemment que des actions techniques vont être indispensables si on souhaite éviter un certain nombre de chutes. Et parmi toutes les actions possibles, on vous en a remises quelques-unes ici. La liste n'est évidemment pas exhaustive et va dépendre évidemment de la situation de l'entreprise. Premier élément, ça va être un sol en bon état. Alors ça peut paraître logique, mais ça peut demander énormément de temps et surtout de budget. Donc ce sont des actions qu'on doit planifier sur le moyen, voire sur le long terme. L'éclairage est-il suffisant? Est-ce qu'il faut faire des modifications? En matière d'espace de stockage, est-ce qu'ils sont suffisants et est-ce qu'ils sont correctement indiqués? Par exemple, est-ce qu'on sait exactement où on va déposer les palettes? Est-ce qu'on sait où on range un chariot élévateur quand il n'est pas utilisé? Est-ce qu'on sait où ranger des cartons avant une expédition? Etc. etc. Important aussi d'indiquer clairement les zones piétons. Et à ce sujet-là, autre petite anecdote, j'ai un client de la construction qui m'expliquait récemment lors d'une visite chantier qu'ils ont décidé de mettre des tapis rouges, un peu comme à Cannes, et là où les grutiers en fait ne peuvent pas déposer le matériel. Donc les manutentionnaires et les grutiers savent que quand il y a un tapis rouge, c'est uniquement pour les piétons, et ça va permettre en fait de garantir que les travailleurs puissent toujours traverser le chantier sans trébucher sur des palettes ou sur du matériel. Donc je trouve que l'idée était assez bonne.
Au niveau des escaliers, on va évidemment les munir de rampes et d'antidérapants. Idéalement, un escalier aura 2 rampes. Pourquoi? Parce que si 2 personnes se croisent, chacune des 2 personnes, évidemment, pourra tenir la rampe. Garde-corps aux zones en hauteur, on en a déjà parlé. Les câbles électriques en dehors des zones de passage. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai mentionné en début de webinaire, une personne qui se fracture l'épaule parce qu'elle glisse sur un câble de PC. Donc voilà, même à la maison, c'est important de faire attention. Et autre exemple, veillez évidemment à fournir le matériel adéquat, que ce soit des escabeaux avec plateforme, des échafaudages, des nacelles, etc., etc. En matière d'action organisationnelle, ce sera évidemment aussi indispensable, et je rappelle et j'insiste que la toute première action, ça doit être l'input de la direction. Donc le sujet doit vraiment être porté par la direction. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer comme autre action? Premier élément, ça va être l'analyse de risque avant les travaux en hauteur, puisque c'est important d'analyser toujours ce genre de travaux parce que les conséquences sont extrêmement importantes et peuvent être dommageables. On va par exemple aussi laisser du temps aux travailleurs pour ranger et nettoyer. Certains clients, par exemple, arrêtent le vendredi 10 minutes plus tôt pour nettoyer des lignes de production. On a d'autres entreprises qui font par exemple un rangement avant chaque changement de pause, donc les équipes s'arrangent pour nettoyer les lignes. Autre élément qui porte aussi ses fruits, ce sont les visites des lieux par la ligne hiérarchique, avec un œil évidemment pour les risques de chute, puisque, encore une fois, on fait ce que le chef demande et vérifie, et donc c'est un excellent moyen de mettre le risque de chute à l'avant-plan. Les règles qui doivent être claires pour le personnel, rappelez-vous l'histoire de la lavette. Donc par exemple, est-ce qu'on permet à quelqu'un de quitter son poste 2 minutes pour nettoyer en cas de fuite, ou est-ce qu'on range le matériel? Donc ce genre de choses doit être clair pour tout le monde. On va évidemment surveiller et entretenir correctement les équipements et certainement s'ils sont sujets aux fuites. Une autre action qui peut être pratique, c'est le développement de systèmes de remontée de situations dangereuses, donc permettre au personnel de remonter quand il y a un risque quelque part, et c'est aussi un bon moyen finalement de sensibiliser le personnel et de veiller au grain. Et finalement, informer et former le personnel par rapport aux différentes actions, ce sont aussi des éléments qui vont avoir toute leur importance. On a parlé des actions techniques et des actions organisationnelles. On va aussi évidemment parler du comportement, puisque l'individu a aussi un rôle à jouer dans les mesures de prévention. Qu'est-ce qu'on pourrait finalement demander de la part d'un individu? Ça va être par exemple de respecter les zones de rangement et de stockage. Ça va être de respecter tout simplement les règles de manière générale dans l'entreprise, puisque c'est tout simplement une obligation légale quand on lit le Code du bien-être au travail. Simplement, le respect des règles est une obligation légale pour chacun des travailleurs. En cas de fuite, on va aussi leur demander de nettoyer immédiatement. Donc avoir le réflexe, dès qu'on voit une fuite, de prendre le matériel qui est à disposition et d'aller nettoyer. Et donc vous voyez là le lien que je peux faire avec l'organisation et la technique. C'est indispensable de dire au personnel qu'ils ont le droit de nettoyer quand c'est nécessaire, et évidemment leur mettre à disposition le matériel. Le balisage des zones à risque en attendant une intervention technique. Le port des chaussures adaptées, évidemment, et finalement le système de remontée des situations dangereuses. On arrive déjà à la fin de notre escalier. On va passer maintenant en revue ce qu'AG peut mettre à disposition de ses clients. Le premier élément, ça va être les audits de sécurité. Alors on a certains conseillers en prévention, tout expérimentés qu'ils sont, nous demandent en fait une visite de leur site 1 fois, 2 fois par an, tout simplement pour apporter un regard neuf à leur situation. Ce sont des personnes qui sont spécialisées dans leur domaine, ils sont souvent pris par le quotidien et ils finissent finalement par ne plus voir eux-mêmes certains dangers ou peuvent parfois les sous-estimer. Donc en fait, nos visites vont permettre de faire un point, de dialoguer sur certaines situations et c'est aussi l'occasion pour nous finalement de rester au courant de ce qui se passe dans l'entreprise et en apprendre davantage sur leur métier et répondre au mieux à leurs besoins. Nos visites s'accompagnent idéalement d'une discussion avec la direction. On en profite pour faire le point sur la situation en matière d'accidents et de projets sécurité. On fait la visite idéalement aussi avec eux et après la visite, on envoie alors un rapport qui va mettre en évidence ce qui était bien, parce que c'est important de le mentionner aussi, ainsi que des pistes d'amélioration.
Alors le QuickScan, vous connaissez peut-être déjà le QuickScan général, c'est celui qui permet d'analyser la gestion de la prévention au sein d'une entreprise. On en a fait d'ailleurs un webinaire il y a quelques mois, donc n'hésitez pas à aller consulter Insight pour le revoir en replay. Et donc on a réutilisé le même contexte, le même principe, et on a développé en fait un autre QuickScan qui celui-ci va être vraiment spécifique aux chutes. Et donc le document va tout simplement permettre, à travers la lecture d'une vingtaine de questions, de faire le point avec le client ou au sein de l'entreprise. C'est un document que je ne vais pas détailler ici parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais donc si ce document vous intéresse, n'hésitez pas, il peut vous être envoyé sur demande. Je vous rappelle l'adresse de notre service qui est safety.consultant@aginsurance.be safety.consultant@aginsurance.be ou faites appel pour les courtiers à votre sales manager qui vous renverra chez nous. Autre élément qu'on a développé, ce sont des affiches et des brochures. Alors on les a récemment remises au goût du jour et elles sont désormais disponibles selon 3 secteurs. On a le secteur industriel, le secteur administratif et le secteur médical. Alors les règles de bonne pratique restent évidemment les mêmes, mais il nous semblait opportun d'adapter les images afin que les messages parlent le plus possible aux personnes concernées. Et enfin, on a aussi développé des formations spécifiques tant sur le travail en hauteur que sur les chutes et glissades. Alors ce sont des formations qui seront plutôt destinées à des formateurs internes plutôt qu'au personnel de terrain. Et elles permettent, je dirais, de faire le tour de la question, d'exposer différents principes, et après ce sera à l'entreprise de s'approprier la matière, de la mettre à sa sauce pour l'exposer après à son personnel. Et je vais faire référence à un de mes collègues gastronomes qui dit qu'en tant qu'assurance, en tant que safety consultant chez AG, on vous fournit le steak qui est cru, et c'est à vous de voir après pour la cuisson, si vous l'accompagnez de croquettes, de frites, maison ou surgelées, c'est encore un débat, de salade, de légumes, de béarnaise, de sauce au poivre, enfin bref, bon appétit. On arrive déjà en fin de ce webinaire et avant de passer en conclusion, je vais vous proposer ici un tout dernier sondage. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce webinaire. Alors, réponse 1, est-ce qu'il reste des points à améliorer? Réponse 2, c'était intéressant. Et réponse 3, excellent, je le recommande. Alors si vous répondez la réponse 1, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions, parce que ça nous intéresse toujours de nous améliorer. Si vous avez des sujets aussi de webinaire, j'en profite pour vous dire de nous les faire parvenir et on en développera un webinaire avec plaisir. En conclusion, je pense que vous êtes désormais convaincus que les chutes et glissades sont des risques vraiment non négligeables dans les entreprises. Tant leur nombre que les conséquences sont telles qu'il est vraiment nécessaire de s'y atteler. Comme pour toute problématique en matière de sécurité, c'est important de savoir où on se trouve aujourd'hui, où est-ce qu'on veut arriver et quelles sont les différentes actions qu'on va pouvoir mettre en place pour y arriver. Rome, évidemment, ne s'est pas construit en un jour, la sécurité non plus. Le Code du bien-être a aujourd'hui 25 ans, puisqu'il date de 1996. Mais c'est clair qu'il faudra encore un peu de temps, d'énergie et de planification avant d'obtenir de meilleurs résultats. Nos courtiers qui nous regardent peuvent évidemment jouer un rôle, que ce soit à travers la sensibilisation, l'information, le suivi des clients. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ou de questions, on reste évidemment à votre disposition. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et surtout faites attention où vous mettez les pieds. À bientôt.